Et donc, je vais vous détailler un petit peu toutes les questions et les étapes que vous allez pouvoir vous poser si vous voulez faire la même chose, c'est-à-dire établir votre stratégie de prospection efficacement. Je vais essayer de tenir mon timing parce que de toute façon, à 11 h, il faut que je sois partie. Donc, ça va durer 45 minutes. Il y a un petit chat, je vous vois à côté, donc n'hésitez pas à poser des questions pendant que je fais la stratégie. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps, honnêtement, de toutes les traiter au fur et à mesure pour tenir le timing, mais s'il manque des précisions, je n'hésiterai pas à justement compléter là-dessus pour être sûr que vous me suivez bien dans mon raisonnement. Qu'est-ce que je pouvais vous dire pour ce live-là ? Que le but, ça va être vraiment qu'on fasse la stratégie le plus possible en entier pour que vous compreniez comment je réfléchis, comment vous pouvez le faire aussi de votre côté pour votre profil. Et c'est vraiment la méthode et donc la stratégie que j'enseigne et que je transmets à toutes les personnes que j'accompagne dans mon programme. Mon programme, c'est quoi ? C'est le Bootcamp Prospection. Vous avez la petite URL là qui défile si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil sur comment je peux vous accompagner. Et donc, comment à chaque fois je procède ? On définit une cible ensemble. C'est le premier point qu'on va voir ensemble sur le profil du jour. Ensuite, on va se poser sur la réflexion stratégique et donc les forces, le bon canal et le bon angle qui va être adapté pour la prospection. Et puis ensuite, on va rédiger son message. Honnêtement, sur la forme du message, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps en 45 minutes, malgré le fait que je parle vite. Mais par contre, on aura le temps de voir vraiment qu'on va pouvoir cartographier un petit peu sa séquence et donc quel type de message on va pouvoir envoyer, les délais entre chaque message pour que vous ayez vraiment la vue d'ensemble de ce qu'il faudrait lancer par la suite une fois que la stratégie elle est posée. Salut Jean-Claude, salut Christophe, salut Nathalie, bienvenue. Donc je suis partie sur la présentation. Juste rapidement, moi je me présente si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Sandrine Calam. Depuis 5 ans, j'ai testé pas mal de techniques de prospection plus ou moins adaptées pour les freelances. Ça m'a permis de générer 800 000 € de chiffre d'affaires de services pour mes prestations grâce à la prospection, parce qu'en gros 100% de mes clients sont issus de la prospection et donc ça constitue 100% de mon portefeuille. Dès la première année en freelance, j'ai pu générer 85 000 € de chiffre d'affaires et en termes de prospection pure, les campagnes, une fois qu'elles sont optimisées et qu'elles tournent bien, je suis à 30% de taux de réponse. Et en termes de volume, j'ai envoyé plus de 5000 emails de prospection. Donc là, c'est un sujet que je maîtrise. Et pareil sur les appels, j'en ai passé et analysé plus de 400. Donc ça, c'est d'un point de vue prospection. Donc on va se parler mail évidemment, mais aussi téléphone là dans la stratégie que je vais vous proposer. Salut Stéphane. Alors, le profil du jour que je vous propose, contrairement à ce que je vous avais annoncé sur LinkedIn, je suis désolée, j'ai pas pu faire le tirage au sort comme annoncé. Pourquoi ? Parce que ma semaine a été horrible et donc j'ai pas eu le temps de faire le tirage au sort, mais donc aussi de m'intéresser au profil et donc de le préparer. Donc à l'inverse, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le profil de quelqu'un que j'accompagne actuellement, qui s'appelle Isabelle. Et donc je vais vous donner un petit peu le contexte et vous expliquer qui est Isabelle. Isabelle, elle est consultante et facilitatrice de transformation en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en gros, elle va accompagner les entreprises qui vont subir des gros changements de transformation. Et donc on verra toutes les transformations qui peuvent être liées et sur lesquelles elle peut s'adresser. Et par rapport à elle, comment elle les accompagne, elle a beaucoup d'offres. Et donc c'est un peu le souci d'Isabelle. Elle a beaucoup d'offres, beaucoup de compétences. Et en prospection, il faut faire des choix sur ce qu'on pousse ou non. Donc on verra ça un petit peu ensemble sur la stratégie, justement, quand on a beaucoup d'offres, plein de compétences, plein de services, et qu'on ne sait pas nécessairement comment faire le choix. Le point positif d'Isabelle, c'est qu'elle a déjà des clients. Ouais, le micro il capte pas très bien, Patrick, je suis d'accord, je sais pas, c'est un souci que j'ai depuis quelques jours. Je vous invite à jouer avec le son de votre côté, plus ou moins fort, c'est trop relou et j'arrive pas à le solutionner. Désolée pour ça. Donc je vous disais, ses clients c'est des PME et des grands groupes, ça c'est cool, elle a déjà un portefeuille client. Le problème, et donc le constat qu'on a fait ensemble quand elle a rejoint l'accompagnement, c'est que vu qu'elle avait jamais prospecté, parce que jusqu'à présent, ça avait bien marché grâce au bouche à oreille, mais jusqu'à présent. Parce que là, depuis des années, en fait, son chiffre d'affaires baisse, parce qu'elle n'a pas de vraie stratégie de prospection, et donc elle n'arrive pas à aller chercher de nouveaux clients dans sa cible PME et grands groupes. Je vous le disais, elle a plein d'offres et plein de compétences, mais elle n'arrive pas à le structurer vraiment en prospection, et donc réussir à mettre les bonnes offres ou services en face des bons prospects.
Pourquoi le profil d'Isabelle il est intéressant? Parce qu'on ne part pas de zéro en termes de business, elle a déjà des cas clients, elle a déjà des références, elle sait déjà comment elle peut accompagner ce type de boîte. Par contre, elle part de très loin en prospection et il y a tout à faire sur la stratégie pour structurer ça. Est-ce que vous avez déjà des questions sur Isabelle ou sinon je pars direct sur la strat? Je vous laisse quelques secondes si ça vous... Si vous en avez, comme ça, je suis sûre de perdre personne et que tout le monde est au même niveau d'info. Bon, pas de questions sur Isabelle, ok, pas de souci. Très bien. Je vous le disais, Isabelle, là, elle a rejoint mon programme depuis 2-3 semaines, 3 semaines il me semble. Et donc si ça vous tente d'aller regarder, vous avez la petite URL, c'est le bootcamp prospection et sans... Vous avez fait ces personas? Oui, justement. On va les faire, là, les personas ensemble. Tu vas voir, Edouard, ça va faire partie de la stratégie. Donc, si ça vous dit d'être accompagné sur ce sujet-là, moi, je l'accompagne Isabelle dans le cadre du bootcamp, où justement, pendant 3 mois, je l'accompagne. Donc, vous avez la petite URL là en dessous pour aller y faire un coup d'œil et voir si ça pourrait vous aider et si ça correspond à aujourd'hui ce que vous cherchez en termes de résultats pour être accompagné sur votre prospection. Donc, si on est bon là-dessus et que vous n'avez pas de questions, c'est parti pour la strat sur Isabelle. Donc, je vous le disais, donc ça c'est Isabelle. Ça c'est Isabelle. Le gros point positif d'Isabelle, c'est qu'elle a déjà des clients. Elle a 2 types de clients. Elle a des PME et elle a des grands groupes. Ok. Je vous le disais, elle accompagne sur la transformation d'entreprise. Donc, en fait, le but, ça va être de voir en fait, à chaque fois sur les PME et les grands groupes, quel type de transformation ils peuvent avoir et donc sur lequel elle va pouvoir s'appuyer pour leur proposer ses services et prestations. En gros, moi j'ai analysé qu'il y avait plusieurs types de transformations qui à chaque fois vont engendrer un besoin pour être accompagné sur cette transformation. Les transformations, elles peuvent être de plusieurs types. Je vais vous faire la liste des transformations. Donc ça, c'est les transformations. Vous découvrez ma très belle écriture. Premier type, elles peuvent être structurelles, les transformations. Vous, de votre côté, si vous voulez faire la même chose, la vraie question à se poser, ça va être aujourd'hui sur les boîtes que vous accompagnez, qu'est-ce qui crée une problématique, un besoin? Et donc si ce n'est pas des transformations, ça va peut-être être autre chose qui va justement nécessiter que vous les accompagniez sur votre prestation et leur service. Donc dans le cas d'Isabelle, c'est forcément les transformations qui vont créer en fait un besoin. Donc les transformations, elles sont de type structurel, réglementaire, de type culturel ou humaine, de type digital ou technologique, de type modèle économique et de type conjoncturel, on va dire, quand il y a une crise. Conjoncturel. Voilà. Voilà. Et donc, les PME ou les grands groupes, à plus ou moins grande échelle, vont pouvoir subir ces types de transformations. Typiquement, ouais, je sais, parce que le son, il est régulier. C'est depuis que j'ai installé un nouveau périphérique sur mon ordi, ça fait n'importe quoi. C'est pas foufou. Je vous invite à jouer avec le son. Moi, de mon côté, j'avais fait le test et ça se passait bien. Et on dirait que ça marche pas vraiment dans la vraie vie. Désolée pour ça. Jouez avec le son de votre côté dès que ça baisse. Donc je vous le disais, en fonction des PME et des grands groupes, ils vont plus ou moins subir certains de ces aspects-là, structurels, réglementaires, sachant que nous, pour avoir une mission de transfo, on va seulement avoir besoin, en réalité, de valider un point d'une transformation structurelle. Jamais les boîtes ne vont être amenées à mener de front plusieurs transformations. Dans des grands groupes, ils peuvent en avoir plusieurs d'un coup, mais pas d'un point de vue très macro. Salut Christine. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Pour les PME, par exemple, une transformation structurelle, ça va être quoi? Ça va être par exemple un départ à la retraite d'un dirigeant. Départ à la retraite. Yes.
Ça va engendrer forcément une transformation pour la réorganisation, pour la passation, pour le réachat de la boîte. Donc ça va être un bon déclencheur pour... Salut Sabine. Bon, ok, cool. Merci de me rassurer sur le son, je commençais un peu à flipper, c'est cool. Donc je vous le disais, départ à la retraite, ça va être un bon prétexte parce qu'il va forcément y avoir une transformation de passation de pouvoir, de réorganisation en interne, et les sujets vont être multiples. Donc ça, c'est un bon déclencheur, et surtout, on peut à peu près savoir quand quelqu'un va partir à la retraite à quelques mois ou années près, et ça se partage. Salut Lucie. Alors, sinon, si je vous donne un point de vue réglementaire pour des PME, eux, ils peuvent avoir plusieurs types de problèmes de certification. Par exemple, problème réglementaire, une nouvelle loi est sortie dans leur secteur, ils ont subi un audit ou un redressement, et donc ça leur met une pression qu'ils ont besoin de gérer pour pas que ça se reproduise, voire parfois un calendrier qui leur est imposé pour qu'ils puissent vraiment s'adapter. Aussi, ça peut être un peu plus culturelle ou humaine. Par exemple, souvent des turnovers. Ça va pouvoir s'appliquer dans les deux cas, clairement, grand groupe et PME. Et puis, d'un point de vue digital, ça va être par exemple un concurrent, ça va être plus lié à certains secteurs, qui a une avancée technologique, et donc eux, ils doivent absolument se transformer et donc s'adapter pour continuer à exister et pas subir en fait ce décalage par rapport à leur marché d'un concurrent qui a déjà une techno. Donc là-dessus, on va se dire nouvelle techno. Et puis pour le modèle économique, une des transfos, ce sera par exemple perte d'un client historique. Et donc, qui va engendrer vraiment une transformation structurelle pour d'une, pas subir le temps qui est le creux de la vague et ce gros client soit remplacé, mais aussi peut-être revoir totalement la stratégie de portefeuille pour qu'on ne soit plus de la même manière dans une dépendance économique ultérieurement de nouveau à subir la perte d'un client historique. Et puis d'un point de vue crise ou urgence, perte brutale d'un gros client, ça va être la même chose, il va y avoir des conséquences sociales à gérer en termes soit de plan social, soit de mise au chômage de manière provisoire. Mais aussi, on peut se mettre des burn-out qui vont engendrer en fait pas mal de transformations si la boîte veut en effet les gérer. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, à chaque fois, tout ça, c'est ce qui va demander une transformation et donc la prestation d'Isabelle. Éco-global, tous ces critères-là, vous allez pouvoir, en fait, d'un point de vue extérieur, les analyser et avoir accès à ces infos. Est-ce que là-dessus, déjà, c'est clair ou est-ce que vous avez des questions ? On peut faire exactement le même exercice pour les grands groupes. Juste, ce ne sera pas forcément le départ à la retraite qui va déstabiliser, par exemple, la structure et qui va demander une transformation. Mais par contre, s'ils rachat, filiale, nouvelle boîte, pareil, achat de nouvelles boîtes. Et donc les échelles vont être différentes parce que problématiques différentes en fonction des PME et des grands groupes. Bon, on dirait que vous n'avez pas de questions, tout est bon là-dessus, pas de souci. Ok, une fois qu'on s'est dit ça, le but ça va être de savoir en fait dans les boîtes, donc là je vais faire le job pour les PME, qui va être la personne la plus en charge de ces problématiques. Si on part du départ à la retraite, forcément, la personne la plus en charge est concernée. Donc ça va être notre premier persona pour répondre à ta question, Édouard, de tout à l'heure. Premier persona, ça va être le dirigeant. C'est lui qui est le plus au clair sur toutes ces questions-là. Il est directement concerné, c'est lui qui a la vision et c'est lui qui va en fait donner tous les plans de la boîte à court terme, moyen et long terme. Tout ce qui est problématique réglementaire, turnover, en fonction de la taille, ça peut être un autre persona, DRH, ou de nouveau le dirigeant. Donc si la taille de la boîte a une DRH ou quelqu'un qui se charge des ressources humaines, ça peut être cette personne-là. Et si à l'inverse, il y a eu
une nouvelle techno et qu'on est plus peut-être sur un secteur technologique ou industriel, on va avoir un directeur des opérations. Et donc, en réalité, là, vos personas, 1, 2 ou 3, ça va vraiment dépendre à chaque fois, en fait, de... Je suis en train de me demander si je peux faire des retours en arrière, parce que je vais commencer à faire des flèches dans tous les sens. Ça va être des dingueries. Ouais, je peux faire des flèches. Ok, donc là, ça va vraiment, en fait, à chaque fois dépendre des transformations et problématiques qui sont adressées. Dans le cas d'un départ à la retraite, évidemment, c'est le dirigeant. Problème réglementaire, soit ça va être le dirigeant, soit ça va être le directeur des opérations en fonction du problème qui est remonté et de la taille de l'entreprise. Pour un turnover, ça va être le DRH ou le dirigeant, pareil, en fonction de la taille de l'entreprise. Nouvelle techno, directeur des opérations ou dirigeant en fonction de la taille de l'entreprise. Perte d'un client actuel, dirigeant. Directeur commercial, s'il y en a un, ça pourrait être le 4e persona. Et burn-out, ce sera DRH et dirigeant qui peut être concerné en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà. Donc comme ça, vous savez à chaque fois, en fait, quelle est la personne qui, en fait, doit traiter ce sujet, qui est la plus concernée par rapport, en fait, au signal extérieur que vous avez repéré, et donc qui, s'ils sont conscients et veulent le corriger, vont être le plus concernés par votre service et donc prestation pour les accompagner. Je suis allée un peu vite sur en fait les personas, c'est-à-dire que en réalité, si ces personnes-là, vous avez envie de les cibler, sur LinkedIn, ils vont pas toujours s'appeler comme ça. Donc là, vous allez avoir un peu un boulot de, on va dire, de naming et d'identification des posts à faire. Pour le dirigeant, il va pouvoir s'appeler sur LinkedIn de plusieurs manières différentes. Donc à vous de toutes les écrire et d'avoir le spectre le plus complet possible pour n'oublier personne et être sûr qu'à chaque fois, quand vous avez une boîte, vous avez bien en face au moins un dirigeant pour que votre ciblage ne soit pas un panier percé. Donc pour ça, le dirigeant, on peut le mettre au féminin. Ça va être aussi une dirigeante. Ça peut être un CEO. J'ai toujours du mal avec l'anglais. Ça peut être un fondateur. Ça peut être une fondatrice. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Directeur général. C'est un peu pompeux, mais certains s'appellent comme ça. Et puis on aura forcément la version au féminin, directrice. Voilà. DRH, pareil, on va pouvoir avoir toutes les déclinaisons possibles pour être sûr que quand on a une boîte, on a forcément quelqu'un des ressources humaines quand la taille est assez critique et donc qui se sont équipés. Donc en version longue, ce sera un directeur des ressources humaines. Évidemment le féminin, directrice des ressources humaines. Ce que je vous conseille sur cette étape-là, pour avoir vraiment tout... Elle est belle mon accolade. Pour avoir tous les namings, en fait, de comment les gens se nomment dans les boîtes, c'est sur vos... Sur vos 50 PME que vous allez identifier, 50 PME identifiées, d'aller à la main, donc c'est cette partie-là qui va être un peu relou au début, mais qui va vraiment vous permettre d'avoir justement là tous les namings des personnes, d'aller au moins regarder 5 PME, et dans ces 5 PME, d'aller regarder tous les employés, pour tout simplement lister toutes ces nomenclatures de postes, parce que sur LinkedIn, les gens vont pouvoir se nommer un petit peu comme ils veulent, et donc vous risquez de passer à côté de certaines personnes, tout ça parce que vous n'avez pas
le bon naming. Donc je vous le disais, là pour 50 boîtes par exemple, le but c'est d'avoir à chaque fois 50 dirigeants et savoir qui est à la tête du bateau, qui est à la tête de la boîte. Et en fonction des tailles, on va avoir à chaque fois aussi un DRH. Donc sur les 50, si elles ne sont pas toutes grosses, on va dire qu'on en a peut-être que 15. Et directeur des opérations, ça va vraiment dépendre de la taille du secteur. Donc pareil, on va se dire qu'on aura peut-être 15 sur les 50. Voilà. Donc ça va vous faire en fait un espèce d'ordre d'idée pour un petit peu valider que vous avez tous vos profils de persona et que vous avez oublié personne. Est-ce que déjà là-dessus on est clair et j'ai perdu personne? Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon je passe à la suite. Ok, on est good là-dessus? Parfait. Donc, on va revenir à Isabelle, parce que ça, c'était un petit peu l'analyse pour vous donner en fait le contexte, qui on va pouvoir contacter, le type de boîte. Sachant que là, les personnages que j'ai faits, c'est seulement pour la partie PME, et je vais plutôt essayer de me concentrer sur un axe d'une stratégie. Ok, c'est good, merci Edouard. On va plutôt se consacrer sur un axe et sur une stratégie. Et donc là, les grands groupes, je vais les laisser pour le moment sur le côté, et on va vraiment que faire la partie PME pour avoir toute la colonne vertébrale de la stratégie. Ok, donc on va revenir sur Isabelle. Isabelle, donc, elle fait de la transformation en entreprise. Et le but, ça va être pour définir la bonne approche stratégique. Ça va être de déterminer comment elle va pouvoir les contacter, ces boîtes-là et ces personas. Comment elle va pouvoir avoir leur attention. Et donc les intéresser, forcément. Et comment elle va pouvoir leur faire prendre conscience qu'elle peut les aider et qu'elle a une solution. J'écris plus vite et je fais des phrases incomplètes pour aller un peu plus vite. Voilà. Et donc ça va être vraiment le cœur de la stratégie pour qu'en face, là on va voir Isabelle, là on va voir son client idéal, et là on va voir le canal, pour que pour Isabelle, on trouve vraiment ce point-là, que j'appelle le sweet spot. Et le sweet spot, c'est quoi? Ça va être la jonction entre Isabelle et son profil. Qu'est-ce qu'elle fait mieux que ses concurrents? Et pourquoi Isabelle, elle est différente? Et elle peut les accompagner d'une manière qui lui est propre. Des clients en face qui ont compris sa valeur, qui comprennent sa valeur et qui ont besoin de sa solution. Yes, Caroline. Et justement, j'en arrive à comment est-ce qu'on peut faire. La question de Caroline, c'est comment on sait que les gens ont cette problématique. En l'occurrence, si chaque transfo est spécifique, les boîtes ne s'en vendent pas. Comment aborder ça avec eux sans être trop générique? Dans le cas d'un départ à la retraite ou d'un problème réglementaire, le but c'est qu'ils te le disent, mais tu peux y avoir accès et savoir si en réalité ils ont un problème réglementaire et ils vont être sous le joug d'une nouvelle mesure, d'une nouvelle norme. Pareil sur le turnover, tu y as accès d'un point de vue extérieur. Maintenant, à toi d'avoir justement la bonne approche, et c'est ce qu'on va voir, pour que le plus rapidement possible, ils te disent oui, c'est un vrai sujet chez nous, aujourd'hui on n'a pas de solution, on est déjà en train de le traiter, mais ça marche moyennement. Donc le but par rapport au sweet spot, ça va être, vraiment j'ai un chat dans la gorge, de trouver le bon canal pour lequel en fait elle arrive facilement à les contacter, elle a leur attention, et donc rapidement elle arrive à leur faire prendre conscience qu'elle a une solution et qu'elle peut les accompagner. Ça, ce truc-là, salut André,
Ça, ce truc-là, vraiment, je vous conseille de le faire de votre côté. Remplacer Isabelle par votre prénom, mais vous posez vraiment la question de aujourd'hui, c'est quoi un petit peu votre point doré là au milieu pour vous, votre profil. Et donc par rapport à vos clients idéaux, qu'est-ce qui valorise, comment vous le faites déjà, et donc comment vous pouvez rapidement leur faire prendre conscience là-dessus via le canal. Donc quel canal choisir dans ce cas-là. Et donc là, toute l'approche stratégique, ça va être en fait un mix de ça. Comment les contacter, comment avoir leur attention par rapport au client idéal qu'on a défini au-dessus, et donc choisir le bon canal. Par rapport à Isabelle, j'arrive. Tac, tac, tac. Par rapport à Isabelle, le but, ça va être de faire un petit peu l'inventaire de ses facilités. Sur quoi elle est à l'aise? Est-ce qu'elle est plutôt à l'aise à l'écrit? Est-ce qu'elle est plutôt à l'aise à prendre le téléphone? Est-ce qu'elle est à l'aise pour un petit peu démontrer son expertise et donner des informations pour aider à réfléchir et donc aider à la décision pour sa prestation? Le but, ça va être de faire ça pour justement comprendre vraiment le poids de son profil à Isabelle versus les concurrents. Ceci est un poids. Comment les contacter? On va aussi voir par rapport à LinkedIn, est-ce qu'aujourd'hui son profil il est crédible ou non? Est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer sur LinkedIn ou pas? Vous n'avez pas besoin forcément de LinkedIn, c'est juste, je vais bien faire l'inventaire des forces et quelque part des cartouches qu'on a à notre disposition pour bien prospecter. Comment avoir leur attention? Le but, là, ça va être de faire l'inventaire des offres. Je vous le disais, Isabelle a beaucoup d'offres et beaucoup de services. Donc, c'est se poser la question par rapport aux offres, lesquelles sont plus facilement vendables. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand les gens ne vous connaissent pas, il y a des offres qui sont trop engageantes et donc qui vont être difficiles à vendre au début, alors que dès qu'ils vous connaissent, qu'ils ont déjà travaillé avec vous, vous pouvez leur vendre d'autres types de services qui sont plus faciles parce que ça y est, ils vous font confiance, vous avez déjà prouvé que vous les comprenez, vous avez prouvé que vous pouvez les accompagner et donc c'est beaucoup plus facile. Et puis, comment les faire prendre conscience, avoir leur attention? On va avoir tout ce qui est un petit peu cas client. Cas client. Et puis, faire prendre conscience de la solution. Là, on va avoir à notre disposition ces références. C'est un petit peu comme les cas clients, juste c'est présenté un petit peu différemment. Et puis, dans son cas, elle fait énormément d'événements. Et donc ça va être pareil, une arme un petit peu sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour aider à rencontrer sa cible, rentrer en contact, mais surtout avoir des prétextes. Ok? Donc, je vais faire encore un joli petit schéma. Tac, tac. Donc si je remets tous ces points-là, facilité, LinkedIn, offre, cas client, référence, événement. Ok. Dans son cas, je vais prendre une autre couleur. Dans son cas, facilité de rentrer en contact, de les contacter. En réalité, on n'est pas si mal, on est ici. Sur LinkedIn, aujourd'hui, elle publie un petit peu. Sur cette cible PME, elle est même un peu plus haute. Grand groupe, elle aurait été en dessous, elle est moins crédible sur LinkedIn, donc on va la mettre là. Pour les offres, par contre, il y a un vrai boulot. Et aujourd'hui, limite, il y en a trop. Donc, c'est pas un avantage, justement. Et elle ne sait pas, parce qu'elle n'a jamais prospecté, quelle offre est la plus sexy. Donc, il y a encore du boulot à faire là-dessus. Les cas clients, elle en a quelques-uns. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas trop formalisés. Et c'est dommage. Mais donc, on est ici, on pourra arriver ici. Mais pour l'instant, on est là. Et en termes de référence, elle en a pas mal. Et là-dessus, ça, c'est un vrai atout parce que ça fait des années qu'elle fait ça. Donc, on peut vraiment s'appuyer là-dessus. Et elle a fait vraiment beaucoup de transfo et c'est plutôt pas mal. Et les événements, elle est ultra présente et très visible. Donc, en termes de spectre, on est là. Pom, pom, pom. Pourquoi je vous fais ça? Parce qu'en gros, c'est pour voir justement ses forces. Et aujourd'hui,
où est-ce qu'on a déjà vachement d'impact et le maximiser pour pas réinventer la roue et être le plus efficace possible. À chaque fois, je vous parle d'une prospection efficace, c'est pas pour rien. C'est que là, aujourd'hui, moi, j'ai aucun intérêt à aller lui refaire publier sur LinkedIn et qu'elle aille faire de la prospection sur LinkedIn où son profil est moyennement crédible par rapport à la concurrence. Par contre, l'énorme force qu'elle a par rapport à la concurrence, c'est sur les événements où directement, elle est en contact direct avec cette cible-là. Et surtout, par rapport aux événements, elle a beaucoup d'infos sur aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont, sur leur transformation. Et donc, grâce à ces infos-là, en réalité, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire des prises de contact vachement plus qualitatives. Je mets quali, mais c'est qualitative. Prise de contact vachement plus qualitative versus ses concurrents qui ne vont pas avoir les mêmes infos. Grâce aux événements, elle est identifiée. Ou si elle ne l'est pas, en tout cas, ça leur fait au moins un point commun. Et puis par rapport aussi aux événements, elle peut s'appuyer dessus pour derrière s'adresser justement au problème le plus urgent de la transformation que la boîte est en train de traiter. Est-ce que déjà là-dessus, vous avez des questions? Ou de nouveau, si vous n'en avez pas, je continue. Ok. Allez, très bien. Donc, là où aussi ça va être ultra puissant les événements, c'est qu'en effet, elle a pas mal d'infos, elle a ses prises de contact, mais à chaque fois, ça nous fait quand même un bon icebreaker pour des prises de contact qui vont être quali, centrées sur le prospect et pas des prises de contact générales. L'autre sujet des événements, et c'est là-dessus que je voulais aussi revenir, c'est quand, Caroline, tu me disais comment est-ce qu'on sait que les gens ont une problématique, les boîtes s'en vendent pas, etc. Dès que tu es dans le cadre d'un événement, en réalité, ça donne un cadre. Le cadre, ça va être quoi? Ça va être que pendant 1-2 jours, en fonction du format, tu as un thème qui est abordé. Et donc en réalité, tu as un peu une bulle de parole dans laquelle les boîtes vont se livrer. Et donc tu vas pouvoir réellement rentrer un petit peu dans leur boîte, dans leur structure pour comprendre aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. L'autre avantage des événements, au-delà de donner un cadre, je suis fatiguée, je trouve plus mes mots, c'est qu'en fait ça va montrer que ces boîtes-là, elles sont déjà engagées vers le changement. Déjà engagées. Et ça, c'est ultra puissant. Pourquoi c'est ultra puissant? Parce que si elles sont déjà engagées, elles sont en action. Elles ont le budget, parce que ça y est, elles sont engagées, elles savent que c'est leur objectif 2026. Maintenant, la seule question pour ces boîtes-là, c'est comment? Comment elles vont faire leur transformation? Comment elles vont être accompagnées? Qu'est-ce qu'elles vont mettre en place? Mais en tout cas, tout ça, c'est validé. Et donc, ça donne vraiment un gros truc qui est le momentum, où ça valide en réalité que cette cible, elle va avoir besoin d'être accompagnée parce qu'elle a une transfo qui est dans ses objectifs-là des prochains mois. La seule question, c'est est-ce que Isabelle va être la meilleure personne pour les accompagner ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, il va y avoir forcément quelqu'un qui va les rejoindre et qui va les accompagner de près ou de loin sur certains aspects de leur transformation. Donc, là, c'est vraiment au cœur de la stratégie de l'événement parce que c'est sa grosse force, qu'elle en fait déjà et donc qu'on a ce gros levier sur lequel on peut s'appuyer. Et donc, je vous le disais, ça donne des infos, ça donne un cadre. On voit qu'on a déjà des boîtes engagées. Et pourquoi c'est un gros levier? Parce que ça nous permet d'avoir déjà des boîtes qui ont justement ce momentum et qui sont dans l'action et pas courir après des boîtes qui n'ont pas encore compris l'urgence, qui n'ont pas encore envie de le traiter et pour qui ça va être trop long de les suivre avant d'avoir une mission.
Petite question de Sophie. Si aucun aspect n'est mis en avant, pas de point fort particulier, comment faire? T'as forcément un point fort. Le truc, c'est de le trouver. En tout cas, t'as forcément un point différenciant si c'est pas un point fort. Ce point différenciant, je t'invite à ce qu'il devienne un point fort parce que sinon, ton profil, c'est juste un profil lambda dans tous les autres freelances. T'as forcément des points forts. Ça peut être ton expérience ou en réalité, t'as des références que personne d'autre a, par exemple. Ici, tu vois. Ça peut être un point fort. Ça peut être un mix entre aujourd'hui, une manière d'agir, un peu une méthode que, pareil, tes concurrents n'ont pas. Ça peut être des offres qui sont vachement adaptées et que tes concurrents n'ont pas, et pour autant qui font à chaque fois vraiment sens auprès de tes clients. Tu as forcément une particularité. Maintenant, à voir si c'est un point fort, en tout cas, si tu ne peux pas le développer pour que ce soit un point fort. Là-dessus, clairement, c'est dur d'être objectif sur ses points forts et de prendre du recul sur un peu son sweet spot par rapport à ses clients, le canal et son profil. C'est bien pour ça que l'accompagnement, il est aussi utile et que ça vaut le coup parfois de se faire accompagner là-dessus pour que justement, il y ait quelqu'un avec un regard extérieur qui vous conseille et qui vous dise en réalité par rapport à ta situation et ton profil, c'est là-dessus que tu dois aller. Mais libre à vous, vous faites bien ce que vous voulez. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Isabelle là-dessus? Évidemment, si vous les avez envie que je vous accompagne là-dessus, il y a le bootcamp et vous avez le petit bannière en bas qui défile avec l'URL pour voir ce que c'est, où justement je peux vous accompagner sur cette problématique-là et qu'on puisse ensemble faire votre stratégie de prospection et l'appliquer surtout. Donc on est bon, plus de questions sur la base là. Ok. Donc, une fois qu'on a validé ça, en réalité, je vous le disais, il y a un énorme levier. C'est ici. Les événements, parce que en face, là, il y a beaucoup de clients qui sont justement déjà engagés. Et dans le lot, en fait, il y en a beaucoup qu'on peut faire devenir clients grâce au profil d'Isabelle, de ses références, mais surtout grâce aux événements et donc les infos qu'elle va avoir dans ce cadre-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va les contacter, ces boîtes-là? Prise de contact. Prise de contact, clairement, ça va être post-événement. On va vraiment miser sur ce levier-là qu'on a pour capitaliser un petit peu sur ce moment qui est un déclencheur pour ces boîtes, qui a montré qu'elles étaient vraiment en avant et en action. Donc post-événement, J+3 à J+4, à J+5, allez, envoi d'un mail. Ici c'est mail 1. Le but du mail 1, ça va être quoi? Ça va être d'avoir un icebreaker qui va être l'événement et rappeler le contexte. Quand est-ce qu'elles se sont vues ou qu'est-ce qu'elles ont parlé ou si elles n'ont pas parlé ensemble parce que pas le temps pendant l'événement, qu'est-ce qui les a réunis pendant ce temps-là et qui aujourd'hui justifie la prise de contact. Qu'est-ce qui va justifier la prise de contact? La transfo qu'ils sont en train de faire et qui a été abordée pendant l'événement. Par rapport à cette transfo, remettre les enjeux et donc un petit peu les pièges, les difficultés que cette transfo a. Et en pivot, la solution, la manière dont elle peut les accompagner. Avec surtout le bénéfice que ça a. Bénéfice. C'est de pire en pire. Plus ça va, plus j'écris mal pendant cette session. Ok. Avec le bénéfice que ça a. Je m'explique. En gros, l'icebreaker, c'est bonjour Michel.
On s'est rencontrés pendant l'événement de la semaine dernière. Le sujet, c'était ça, de telle thématique, vous donnez le nom de l'événement. Clairement, ça a été un événement marquant pour toutes les boîtes qui sont en train de faire une transfo comme la vôtre, de ce que j'ai pu comprendre. Moi, ce que j'observe, parce que ça fait 10 ans, je me mets à la place d'Isabelle, hein, vous aurez compris, ça fait 10 ans que j'accompagne des boîtes qui sont en pleine transfo. Ce que j'observe, c'est qu'en général, elles ont telle difficulté lorsqu'il y a la mise en place de la feuille de route qui les empêche de tenir soit leur calendrier, soit de faire en sorte que la transformation s'achève. Et donc, il peut y avoir un risque même d'échec, quoi. De toutes les boîtes que j'ai accompagnées, voilà comment j'ai l'habitude de procéder. Donc là, il y a un mini pitch de 4-5 mots sur la solution. L'avantage pour les boîtes que j'accompagne, c'est que ça leur permet de, à coup sûr, réussir leur transformation, d'être guidés à chaque étape et donc d'éviter les difficultés que je vous citais plus haut. Si ça vous dit, on peut se rencontrer la semaine prochaine où je vous explique comment je vois votre transformation et comment on pourrait s'organiser pour la mener à terme. Ça pourrait être le mail 1. Vous avez en gros là la structure qui regroupe en fait toutes ces étapes-là. Évidemment, je vous l'ai fait en live. Le mail, je ne l'ai pas décrit, je viens de vous faire en freestyle. Donc, en termes d'éléments de langage, ça pourrait être un tout petit peu affiné, mais au moins, vous avez la trame. Derrière ce mail, il peut ou pas avoir de réponse. Évidemment, on a envie d'avoir une réponse. Mais s'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. Vous avez toute cette timeline-là. Donc ça, c'est la timeline. Toute cette timeline-là pour continuer à faire des prises de contact. Donc le but, c'est que si on n'a pas de réponse, ici, J+7 après le mail 1, on leur envoie un mail 2. Le mail 2, ça va être quoi? Ça va être expliquer un petit peu en mode cas client. Comment elle a déjà pu faire en fait cette transfo? Comment déjà fait transfo auprès d'un de ses clients? Et donc, on va avoir ce que j'appelle le avant, pendant, après. Ça, c'est la structure du mail. Pourquoi avant, pendant, après? Parce que le but, ça va être de dire au client, en fait, j'ai accompagné tel client qui est un peu comme vous, il était dans telle situation au départ. Et le but, c'est que la situation de départ, elle soit la plus proche possible, là, de la personne que vous êtes en train de prospecter. Comment je les accompagnais? Évidemment, vous ne donnez pas tous les détails, mais ça donne en fait les grandes lignes, comment vous travaillez, un petit peu votre méthode. Et le après, c'est qu'est-ce que ça leur a permis de faire aujourd'hui, passer leur transformation, où est-ce qu'ils en sont? Et donc, essayer de les projeter sur un accomplissement qui aujourd'hui est vraiment leur goal. Ça, c'est leur goal. Ça, c'est le goal qui doit être pareil, similaire en fait, ou le plus proche possible de votre client, prospect que vous êtes en train de prospecter. Est-ce que déjà là-dessus, vous avez des questions, c'est clair ou pas? Pas de questions pour le moment? Ok. Si on n'a toujours pas de réponse, c'est pas grave. J plus 5 à 10, s'il n'y a pas de science là-dessus, vous pouvez renvoyer un nouveau mail. Là, ce mail-là, ça va être d'aller un tout petit peu plus loin sur la projection. Et par rapport un petit peu aux infos qu'on a, c'est mini-diagnostic. Mini, hein, ça veut dire 2 lignes hein, sur la situation aujourd'hui, ce qui bloque. C'est un tout petit peu une redite du mail 1 sur 2 lignes. Hein. La téléphonie premier là ne donne pas l'impression de forcer la vente. Bah, je t'ai rien vendu, je t'ai juste expliqué comment je pouvais t'aider. Après, libre à toi de l'accepter ou non. Hein. Comme là, hein, je vous propose de vous aider via le bootcamp parce que je sais prospecter, je le fais aujourd'hui avec plein d'indépendants et je leur enseigne à prospecter. Je te force à rien, hein, libre à toi ou pas d'être accompagné, tu vois. Et après, c'est ça, les autres mails suivants, ils sont là pour donner plus d'infos,
pour que les gens aient vraiment toutes les infos pour prendre leurs décisions. Après, il y en a plein qui travailleront jamais avec toi et c'est ok, tu vois. Donc diagnostic. 2 lignes pour ce mail 2 pour faire un petit peu le récap et ce que vous avez vu. Et par contre, derrière, il va falloir un tout petit peu teaser. Ça y est, ça déconne. Teaser sur, en fait, un peu les étapes et plans de votre collaboration et solution. Pour vraiment là, les aider à se projeter et leur faire voir aussi avec ces étapes-là ce qu'aujourd'hui, ils ne voient pas en termes en fait, de difficultés et problèmes qu'ils vont rencontrer. La conclusion, c'est de leur présenter ça plus en détail. Lors d'un rendez-vous. Voilà. Et donc là, le rendez-vous, il est vraiment annoncé et demandé parce que on leur montre quelque part qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à venir à ce rendez-vous. Ils vont repartir vraiment un petit peu avec la feuille de route et les écueils et les pièges à éviter. Et donc c'est un bon prétexte pour avoir un rendez-vous. Et le but évidemment de notre côté du rendez-vous, ça va être certes de leur présenter ça, mais aussi de les engager vers la prestation pour comprendre aujourd'hui est-ce qu'ils seraient enclins, qu'est-ce qui peut ou pas les bloquer. Mais dès qu'on va avoir un rendez-vous, ça va être le bon format pour avoir une discussion et un temps d'échange qui sera vraiment dédié. Si on n'a toujours pas de nouvelles, après le mail 1, mail 2, mail 3, et ben le but là, ça va être d'appeler. Appel. Appel. Là, on peut se dire J+2 après le mail 3. On n'a plus besoin d'attendre beaucoup. Et là, le but de l'appel, ça va être de leur demander s'ils ont pris conscience un petit peu des mails précédents qu'on leur a fait. De aujourd'hui savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur transformation, parce que mine de rien, ça c'était notre prétexte numéro 1 et on l'a, cette info, elle est validée. Et le but de l'appel, c'est qu'on arrive à peu près à un mois post-événement. Et donc un mois post-event, qu'est-ce qu'on a? On a normalement des gens qui se sont ou pas mis en action, des gens qui ont déjà rencontré des difficultés, et donc on peut encore plus arriver un peu en sauveur pour les aider, les accompagner dans cette transformation-là. Et donc l'appel, il permet un peu de faire le bilan entre l'événement où c'était un plan, une projection, et un mois plus tard, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé. Et s'il n'y a rien qui a changé alors que c'était leur objectif, pourquoi aujourd'hui ils ne se sont pas mis en action? Et ils ont peut-être justement besoin à ce moment-là d'être guidés, d'avoir quelqu'un qui les accompagne là-dessus, parce qu'en interne, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de ressources dédiées, et donc si ce mois-ci ils n'en ont pas eu, les mois suivants, ils n'en auront probablement pas. Et donc cet appel-là, il permet vraiment en fait de comprendre aujourd'hui les solutions qu'ils ont mis en place. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y en a, est-ce qu'elle marche? Efficacité. S'il n'y a pas de solution, pourquoi aujourd'hui ils n'en ont pas mis? Qu'est-ce qui les bloque? Pour vraiment tout ça, investiguer en fait tout simplement avec eux et trouver les angles morts et leur montrer que nous, avec notre solution, on peut peut-être leur apporter plus d'efficacité que leur solution actuelle. Je dis bien peut-être, on n'en sait rien. Le but, ça va vraiment être de faire un appel et pas de vendre pour vendre, mais de vraiment faire ce diagnostic et investiguer, un petit peu jouer aux enquêteurs pour voir si justement on peut les accompagner par rapport à aujourd'hui ce qu'ils ont ou pas mis en place par rapport à leur transfo. Est-ce que là-dessus c'est clair? Vous avez des questions? Ça fait 50 minutes, le live va bientôt se terminer, donc si vous avez une dernière question, c'est pour maintenant. Ok, pas de questions à ce que je vois. Bon,
Donc je vous le disais, ça fait 50 minutes là qu'on est ensemble. Pour autant, j'ai pas traîné pendant ces 50 minutes. Il faut à peu près 2 heures pour faire une stratégie complète. Clairement, on n'a pas ces 2 heures là en live et en vrai, c'est pas le format. Pour autant, si ça vous intéresse, on peut prendre 2 heures. Et moi, je fais ce format-là avec vous, vraiment de feuille de route stratégique. Le concept, c'est quoi? C'est qu'on prend 2 heures ensemble. Avant, évidemment, je prépare la session et je vous demande pas mal d'infos sur votre profil. Et le but de la session, c'est vous repartez avec votre client idéal, votre ICP, les mails de prospection, rédiger votre script d'appel prêt à être utilisé, toutes les ressources que là, j'ai pas eu le temps de développer parce que j'ai beau essayer d'aller assez vite. J'ai pas le temps dans un format aussi court d'1 heure, en 2 heures beaucoup plus. Pour que vous, à la fin des 2 heures, vous repartiez en fait avec votre plan d'action prêt à être exécuté. Et il ne restera plus qu'à vous le faire et l'exécuter, mais vous aurez toutes les ressources et les supports pour y aller. Donc si ça vous tente, j'ai changé le lien là, du petit bandeau, c'est un formfillout.com/t/a. Vous avez l'URL la complète. Normalement, vous arrivez sur cette page-là. Et c'est pour vous permettre de booker une session avec moi stratégique de 2 heures. Évidemment, c'est payant parce que mon temps n'est pas gratuit. Mais au moins, passé ces 2 heures, vous aurez tout le plan d'action prêt à être exécuté. Donc si ça ne vous tente pas un format aussi long que le bootcamp de 3 mois et que vous vous sentez capable de prospecter par vous-même et vous n'avez pas besoin d'être accompagné sur toutes les étapes intermédiaires de pratique, on peut juste faire ensemble la partie stratégique de 2 heures et donc vous repartez au bout des 2 heures avec tout ce qu'il faut pour prospecter. Donc si ça vous tente, vous avez l'URL là qui défile. Sinon, si vous avez envie d'être accompagné sur un format plus long, il y a le bootcamp prospection où pendant 3 mois je vous accompagne et sur les différentes étapes, on peut les voir ensemble, c'est-à-dire toute la partie, la fondation et stratégique, on le voit ensemble. Ensuite, je vous aide à passer à l'action parce que si aujourd'hui vous ne prospectez pas, vous êtes bloqué, et ça peut justement vous aider à vraiment y aller et pas rester juste au stade de la théorie. Et puis en étape 3, et on a le temps pendant les 3 mois, l'accélération pour que vous ayez vraiment un vrai système qui tourne, que ça rentre dans votre routine, même quand vous êtes en mission et que vous avez des clients pour que vous continuez à prospecter sur le long terme et que vous n'ayez plus les phases de creux de votre activité. Voilà. Si vous avez des questions sur le bootcamp ou sur les créneaux de 2 heures, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. J'espère que ce format-là vous a plu. En tout cas, c'était une première pour moi sur un format comme ça, un petit peu impro live. J'aimerais bien savoir si ça vous a plu de votre côté, si ça vaut le coup que je le refasse, ou si c'était trop décousu et pas assez structuré, donc ça vous a un petit peu perdu. Je veux bien qu'on prenne là 2 minutes pour que vous me fassiez des feedbacks de aujourd'hui. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous aimez bien ce format-là? Ok, top, merci Kenny. Cool. Merci Pascal, ça t'a plu, trop bien. Et puis dans le cas d'Isabelle, je vous le disais, là je l'accompagne en ce moment. Ça fait 3 semaines qu'elle a rejoint le programme et on a déjà signé un client ensemble, justement parce qu'il y avait un gros levier des événements qu'elle exploitait pas. Pareil, elle n'arrivait pas à relancer et elle était mal à l'aise, elle ne savait pas comment gérer la structure. Donc clairement, elle a déjà signé et rentabilisé l'accompagnement en 3 semaines. Donc clairement, quand aujourd'hui vous avez des forces, on peut aller très vite sur la prospection et construire le reste en parallèle. Mais je vous le disais, moi j'ai vraiment une approche qui se veut efficace, où mon but c'est que le plus rapidement possible, vous passiez à l'action et qu'on aille chercher des clients ensemble. Trop bien. Et merci pour votre feedback en tout cas. Ouais, je sais, à refaire avec un meilleur son. I know. Je ferai en sorte que la technique soit un peu plus au point là-dessus. Je prends le feedback en tout cas. Merci à tous, bonne journée également, à bientôt. Et puis, vous savez où me trouver si vous voulez être